diffusée. Alors, deux petits mots de rappel pour d'autres, avant de venir à ce site aussi. Donc, je vois sur le petit papier qui a été préparé ici que la semaine prochaine, il y a un exposé psychanalyse sur le thème le désir et son interprétation, c'est ça? C'est ça. C'est ça, la première séance. Ça, c'est le 28 octobre prochain. Et deuxième conférence du cycle Qu'est-ce que la science? Ça, c'est après la Toussaint, le 4 novembre, et c'est de Descartes qu'on parlera. Le conférencier sera Benoît Témoignage. Alors, je m'en tiens là pour le moment, et je vais quand même ouvrir le feu pour ce nouveau cycle. Il sera entièrement présenté par Gaël Germain. Le titre général, c'est Quelle éducation pour toute société. Alors, ça, évidemment, dans le genre, ça embrasse large, évidemment. C'est un sujet qui a été débattu pratiquement de tous les temps, qui a suscité des utopies, des mouvements sociaux, des mouvements pédagogiques. Enfin, on peut vraiment l'aborder sur tous les angles possibles, donc il est vraiment passionnant. Alors aujourd'hui, le titre c'est Émanciper, oui, mais comment? Trois façons de penser les manières de rendre autonome, par exemple, donc Aristote, Rousseau et Rancière. On va aller large chronologiquement aussi. Et un mot quand même, pour vous présenter très rapidement, je ne vais pas faire une longue présentation de Gaël Germain, qui est philosophe, qui nous vient de l'Université de Liège et qui a défendu une thèse de doctorat dont le sujet, me semble-t-il, peut-être que je me trompe, éloigné de ce dont elle va nous parler ce soir. Son sujet, c'était, ça arrêterait à Saint-Augustin, et c'était la médiation de la lecture dans la constitution de soi, et c'est l'interprétation des confessions d'Augustin. Peut-être que c'est une introduction pour voir comment on peut s'émanciper, je ne suis pas tout à fait certain. Non. Mais de toute façon, si vous voulez, elle est impliquée. Je dirais que de notre point de vue, c'est probablement ce qui la rend encore plus séduisante. Elle est impliquée dans un collectif qui s'appelle Philocité, et qui est une association de jeunes philosophes qui vulgarise, et en particulier, vulgarise la philosophie, en particulier à destination d'un public jeune, si vous avez compris. Donc, je crois que ça, là aussi, je disais, on balaye large chronologiquement, on balaye large dans le sujet, et on balaye large aussi dans les auditoires qui sont visés. Donc, je pense qu'en effet, je m'attends à ce qu'on ait vraiment tout un cycle qui soit tout à fait passionnant et tout à fait intéressant. Donc, aujourd'hui, c'est émanciper, mais comment? Alors, je vais quand même vous donner les titres des conférences suivantes. La prochaine est 18 novembre, généalogie de la docilité autour des dispositifs d'obéissance. En décembre, le 16, l'enseignement mutuel, une façon d'apprendre popularitaire. Le 20 janvier, Dewey, l'action au cœur de l'éducation. Et enfin, on termine le 17 février avec philosophie à l'école. Alors, je vais être d'une grossièreté sans nom, et je vous prie de m'en excuser. J'ai été très heureux d'accueillir notre conférencière, mais je suis tenu par une réunion à laquelle je dois être à Bruxelles à 8 heures. Donc, comme je disais, ne le prenez certainement pas comme une marque de grossièreté, et encore moins comme une marque de désintérêt, mais je vais vous laisser entre ses mains. Voilà. Merci encore, et bonne soirée. Merci à vous. Donc, l'émancipation est effectivement un mot qui est peut-être un peu vague, sous lequel on peut mettre des choses variées, et c'est ce que je vous propose ce soir, de mettre effectivement des choses variées sous ce mot d'émancipation. Alors, des choses variées, et particulièrement, je vais quand même avoir un fil conducteur pour mon exposé, qui sera une certaine ambiguïté ou une certaine tension qui habite les processus d'éducation qui visent à émanciper, et qui est la question un peu délicate de savoir, tiens, si l'éducation vise à rendre libre, est-ce que ce n'est pas au prix d'un paradoxe, au sens où la liberté, ça a l'air d'être d'abord quelque chose qui se conquiert et pas quelque chose qui se donne. Premier paradoxe, et puis deuxième paradoxe ou deuxième tension. Dites-moi, ça va pour le son? Il n'y a pas de souci? Oui? Ok. Deuxième tension,
c'est une certaine combinaison peut-être nécessaire pour émanciper de l'obéissance et de l'autorité. Paradoxe qui est on veut rendre libre, mais il est peut-être nécessaire pour rendre libre de faire obéir, et donc il est peut-être nécessaire d'avoir une certaine autorité. Et donc c'est ces façons d'exercer l'autorité, ces façons d'obéir que je vais un peu creuser à travers les trois figures donc, de Aristote, Rousseau et Rancière. Alors, effectivement, je balaye large, à peu près toute l'histoire de la philosophie, l'Antiquité, Aristote, 4e siècle avant notre ère, les modernes, Rousseau, 18e siècle, et puis Rancière, c'est un philosophe contemporain qui est toujours vivant, qui est né en 1940 et qui est français, parisien. Ils ont en commun, ces trois penseurs, de considérer que l'objectif premier de toute éducation est d'émanciper. C'est pas miraculeux non plus, on s'accorderait sûrement tous à dire que c'est la première mission de l'éducation, peut-être. Mais ce qui m'a intéressé davantage, ce sont les différences dans leur façon de combiner obéissance et autorité. Alors, pourquoi ça m'a intéressé? C'est que je pense que les différences sont des outils philosophiques de pensée. C'est-à-dire, on dit souvent, on ne peut pas discuter avec toi, tu n'es jamais d'accord. Mon pari, c'est de dire qu'au contraire, on peut discuter avec les gens qui ne sont pas d'accord. C'est-à-dire qu'on perçoit mieux les limites de ce qu'on pense, on perçoit mieux les a priori qui sont les nôtres, et on perçoit mieux aussi les versions différentes, les versions différentes de solutions d'un problème, par exemple. Donc ce que je veux vous proposer ici, c'est finalement quelque chose qui est susceptible de vous servir, un outil philosophique si vous voulez, c'est vous tracer, vous modéliser en quelque sorte des pensées de l'émancipation et de l'autonomie, de façon que vous puissiez vous situer. Tiens, moi je serais plutôt dans le modèle de Rousseau, mais de façon aussi que vous puissiez ouvrir vos perspectives à des modèles qui sont pourtant antagonistes, avec celui où vous vous sentiriez davantage de proximité. Donc, petite précaution peut-être, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement une sorte de rigueur et d'exactitude historique. Je ne veux par exemple pas resituer chacun de ces auteurs dans son contexte historique qui permettrait d'expliquer la version de l'autonomie qu'ils développent. C'est pas ça qui m'intéresse, c'est vraiment modéliser les choses pour vous donner voilà, des outils. Alors, avec une petite précaution, peut-être, une série de précautions, c'est bien sûr que c'est théorique, c'est-à-dire je vais vous présenter des modèles théoriques d'émancipation, avec effectivement toujours cet énorme fossé, cet abîme qu'il y a à franchir entre la théorie de l'émancipation et la capacité comme éducateur d'être effectivement émancipateur. Donc c'est pas grand-chose ce que je vous propose, c'est finalement en même temps pas grand-chose et en même temps peut-être d'autant plus nécessaire que dans ce domaine de l'éducation, on hérite assez bien de modèles, de représentations qu'on n'interroge pas toujours. On a une sorte d'instinct comme éducateur, on réagit, voilà, il y a des choses qui nous agacent, il y a celles auxquelles on croit, tout ça. Et ce que je vous propose, c'est effectivement quelque chose de théorique, mais qui vous permet peut-être d'effectuer ce petit pas de recul qui est « Ah tiens, oui, moi je suis comme ça », et peut-être qu'il y a d'autres façons d'être et qu'il y a quelque chose à aller chercher dans les autres modèles avec lesquels vous vous sentiriez moins d'affinité. Que vous puissiez au moins les comprendre dans leur cohérence interne et dans les oppositions qu'ils ont les uns avec les autres. Autre précaution peut-être, je ne sais pas s'il y a des professeurs ici, des instituteurs, je pense moins aux missions de l'école, quand je parle d'émancipation, qu'aux missions de n'importe quel éducateur. Donc je parle moins d'enseignement que d'éducation, mais en tablant aussi sur le fait que nous sommes tous, à un moment donné, des éducateurs, comme grands frères, comme parents, comme grands-parents, etc. Et que ce sont des missions, des rôles qu'on joue nécessairement dans une vie humaine, de sorte que la question de l'éducation est une question à côté de laquelle on ne peut pas passer, simplement parce qu'elle ne nous concernerait pas. Autre précaution, dernière,
il y a deux façons, enfin deux modèles qui s'opposent un peu. Il y a le modèle un peu qui dénonce les dérives autoritaires de l'éducation traditionnelle. Et puis il y aurait le modèle opposé qui dénoncerait au contraire les dérives libérales d'une éducation qui serait dans la mouvance de l'idéologie 68arde, il d'interdit d'interdire. Je ne veux pas me situer dans un de ces deux camps, disons. Et ce qui me permet de me placer à la frontière de ces deux tendances, c'est précisément le sens étymologique du mot autonomie. Donc émanciper vise à rendre autonome. Et qu'est-ce que l'autonomie? L'autonomie, c'est un rapport à soi qui est contenu dans le terme auto, c'est-à-dire qu'il s'agit bien effectivement de faire droit à ce rapport à soi par lequel on est en contact avec son désir, avec sa volonté propre, mais de le faire dans un lien avec la question de la loi. Nomos, c'est la loi. Autrement dit, le terme d'autonomie renvoie pas simplement au fait de faire ce qu'on veut, qui serait une des formes de la liberté, peut-être, mais au fait de s'ordonner à soi-même, c'est-à-dire de se donner des règles de comportement par lesquelles la liberté se conçoit davantage comme une responsabilité et par lesquelles le rapport à soi-même, le rapport à ce qu'on veut, réintroduit une dimension d'altérité qui est je vais faire droit aussi à la collectivité. Donc voilà, aucun des deux extrêmes, cette façon de combiner le rapport à soi-même, à ses désirs propres et le rapport à l'altérité via la loi. Voilà, vous êtes prêts? On attaque. Aristote. Alors pourquoi j'ai choisi Aristote? Ce qui me paraît emblématique en fait, Aristote, du problème grec concernant l'éducation. À savoir que pour les Grecs, la question de l'éducation, elle tourne particulièrement autour de ce paradoxe qui est comment peut-on préserver l'autonomie future d'un citoyen qu'on doit former dans une obéissance actuelle. Donc comment préserver dans une actuelle dépendance une future autonomie. Cette question, elle est d'autant plus sensible en Grèce que la société est articulée autour du partage entre les esclaves et les citoyens libres, et que la mission de l'éducation qui ne concerne que les citoyens, c'est effectivement de rendre libres des citoyens qui ne doivent pas l'être simplement de naissance, mais qui doivent exercer cette liberté. La constitution même de l'espace politique dépend de cette formation à l'autonomie. Alors une première chose, c'est une façon très très typée de poser la question de l'émancipation, parce qu'elle est typiquement politique, autrement dit émanciper, c'est former un citoyen libre et autonome, ce qui n'est pas si évident que ça, parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, on concevrait beaucoup plus l'émancipation en termes de bonheur individuel plutôt que de capacité à développer une citoyenneté active et libre. Donc ce qui m'a intéressé là, c'est effectivement d'aller vous proposer un modèle qui n'est pas dans le sens de ce qu'on développe, qui n'est pas dans le sens d'une sorte de courant actuel qui serait beaucoup plus intéressé par l'épanouissement individuel que par la formation d'un citoyen. Même si ce mot-là, il est aussi un peu à la mode, mais vous verrez, il a une acception assez rigoureuse dans la pensée d'Aristote et plus globalement dans la civilisation grecque classique, donc celle du IVe siècle. Alors allons-y chez Aristote, donc il hérite bien de cette formulation politique de la question comment rendre libre, et il définit l'autonomie d'une façon tout à fait typée. L'autonomie, c'est quoi? Eh bien, c'est la capacité de bien délibérer sur les moyens en vue de parvenir au bien-être collectif. Alors, il y a deux choses qui comptent. C'est l'articulation moyen-fin. Il faut trouver les justes moyens de parvenir à une fin, et c'est la nature de cette fin qui est le bien-être collectif. C'est ça qui rend l'éducation politique. Sa finalité est tout à fait politique. C'est de faire que chacun des citoyens soit capable de délibérer en fonction, en vue du bien-être collectif. Alors,
l'autonomie, c'est la condition du politique. Et cette capacité à bien délibérer, qui est la condition du politique, elle est fondée sur une vertu que Aristote appelle la tempérance, la sophrosumé. Qu'est-ce que c'est la tempérance? C'est la modération de ses désirs. Alors, pourquoi est-ce essentiel? C'est que le jugement politique, c'est un jugement pratique. Vous devez décider d'une mesure à prendre dans les circonstances actuelles. Or, si le jugement scientifique reste vrai, quel que soit votre état émotionnel, il n'en est pas du tout de même du jugement pratique qui est au contraire perverti par votre état émotionnel. De sorte que, à chaque fois que vous êtes atteint par une peine ou une joie, vous perdez cette capacité précisément de délibérer sur les moyens d'atteindre une finalité qui est plus lointaine, parce qu'en fait, votre horizon se rétrécit à ce qui cause immédiatement votre peine ou votre joie. Donc en fait, pour être capable d'envisager quelque chose comme une finalité lointaine, et qui est doublement lointaine, c'est que c'est le terme d'un processus, hein, c'est la finalité, il va falloir articuler toutes sortes de moyens pour y parvenir, mais elle est aussi lointaine au sens où ce n'est pas un désir immédiat et personnel, c'est le bien-être de la collectivité, donc c'est relativement lointain. Pour être capable d'articuler des moyens politiques, des mesures à une finalité de ce type-là, il faut être tempérant, c'est-à-dire il faut maîtriser ses peines et ses plaisirs. Alors j'attire votre attention sur le fait que c'est une définition de la politique qui ferait de nous tous de mauvais citoyens, des citoyens en réalité peu autonomes, et que finalement ce que craignait Aristote, c'est peut-être une situation qui nous est relativement commune et banale aujourd'hui, c'est que l'espace public du débat politique soit en réalité rien d'autre qu'une adjonction, une accumulation de peine et de plaisir des uns et des autres qui cumulent leurs intérêts individuels mais qui votent toujours en fonction d'un intérêt individuel, d'un objectif qui est beaucoup plus immédiat que la capacité d'envisager le bien collectif. Donc, les modernes, ils ont été très attentifs au problème d'un esclavage de nature. Ça a scandalisé la modernité, ça nous scandalise encore, mais ce qui scandalise Aristote, et nous très peu finalement, c'est l'idée plutôt d'une citoyenneté par nature. Il faudrait au contraire, et c'est toute la mission de l'éducation, réussir à former réellement des citoyens autonomes, c'est-à-dire des citoyens qui ne votent pas en fonction de leur intérêt personnel, mais de l'intérêt collectif, et qui sont suffisamment tempérants pour être capables d'envisager une série d'articulations de moyens pour parvenir à ce bien-être collectif. Alors, bon, voilà poser le problème. Maintenant, il faut savoir comment faire, comment concrètement peut-on former un citoyen capable de délibérer sur les moyens de parvenir au bien commun. C'est bien l'éducation, d'abord, qui doit permettre ça, parce qu'en fait, aucun enfant n'est naturellement tempérant, c'est-à-dire aucun enfant n'est capable d'envisager le bien collectif plutôt que le sien propre, et n'est capable d'envisager un bien lointain plutôt qu'un bien absolument immédiat. Donc c'est bien une tâche de l'éducateur de réussir à forger cette capacité, à lui laisser une place, alors que initialement nous sommes toujours d'abord intéressés par notre intérêt propre et immédiat. Alors, il y a deux systèmes qui concernent tous les deux une sorte d'éducation des plaisirs. Il faut éduquer au plaisir. Alors ça paraît un peu paradoxal peut-être, puisque j'ai parlé un peu de tempérance et que la tempérance a l'air d'être justement tout sauf une éducation des plaisirs, ou plutôt tout sauf du côté du plaisir. La tempérance, c'est d'abord maîtriser ses passions, maîtriser ses émotions. Mais en fait, le problème, c'est que on est la capacité délibérative, c'est la capacité d'articuler des moyens en vue d'une fin.
Ces moyens, on les choisit, c'est-à-dire on peut effectivement les réfléchir. Mais la fin, on la souhaite, et ce souhait-là, on ne peut pas le travailler. Enfin, je veux dire, on souhaite ce qu'on souhaite. Comment est-ce qu'on fait pour souhaiter le bien collectif? C'est ça toute la difficulté d'une éducation politique. Comment est-ce que vous faites pour qu'un enfant conquiert ce plaisir extrêmement délicat, ce souhait extrêmement délicat qui est « je veux non pas mon bien-être personnel, mais je veux le bien-être global, je veux le bien-être commun ». Eh bien, il faut une éducation du plaisir lui-même, il faut une éducation du souhait, une éducation du désir. Alors comment est-ce qu'on peut faire? La première piste que donne Aristote, c'est la question de l'habitude. On prend plaisir aux choses qu'on fait habituellement, et inversement, on peut éprouver un certain déplaisir lorsqu'une habitude est un peu brutalisée. Je prends l'exemple du coureur. Initialement, ce n'est pas spécialement drôle de courir, mais on peut conquérir un certain plaisir qui est travaillé par une habitude quand on a couru de façon régulière. Et si vous connaissez des joggers, vous aurez ce discours-là de façon systématique, c'est que l'habitude de courir, qui a d'abord été l'effet d'une contrainte ou d'un devoir qu'on s'imposait pour des motifs de santé, est quelque chose qui ensuite procure un réel plaisir et donc est l'effet d'un réel souhait. Donc on peut apprendre à désirer quelque chose simplement en le forgeant ce désir dans une habitude. Donc ça, c'est la première chose, c'est prendre l'habitude de mettre la satisfaction d'autrui au quotidien dans l'existence d'un enfant et lui faire donc goûter ce plaisir qu'il y a à envisager le bien-être collectif plutôt que le sien propre. Et c'est des tas de petites choses que vous pouvez expérimenter et goûter effectivement. C'est un sourire, c'est le fait de se rendre compte qu'une toute petite attention qu'on a eue tout à coup est quelque chose qui compte pour quelqu'un d'autre. Enfin, toutes ces choses-là qui sont valorisantes, qui sont plaisantes, eh bien, on peut les éprouver et c'est une éducation du plaisir. Alors, l'autre piste, c'est la docilité, c'est l'obéissance. C'est-à-dire que l'enfant est un être qui n'est pas encore rationnel, et son désir ne peut pas être rationnel et ne peut donc pas être tempérant par lui-même. Mais par contre, il peut l'être en obéissant à la raison d'un adulte. C'est-à-dire que le désir n'est jamais rationnel par soi, mais il l'est dans un rapport à une raison. Or, la raison n'existe pas encore chez l'enfant. Donc il ne peut pas y avoir cet ordonnancement des facultés qu'il y a chez l'adulte qui fait que la raison modère les emportements passionnels. Ça veut dire qu'il est nécessaire que l'enfant obéisse parce que c'est un être passionné qui n'a pas encore développé sa faculté rationnelle et que pour tempérer cette faculté, et donc pour faire que plus tard il y ait un juste ordonnancement des facultés, donc un juste ordonnancement de la passion à la rationalité, eh bien, il est nécessaire qu'on en trace le chemin par une obéissance actuelle de la passion juvénile à la raison adulte. Ça va, c'est un peu serré peut-être comme... non, ça va, vous suivez Alors, j'en arrive aux limites de cette obéissance et de cette autorité du maître sur l'enfant. C'est que si l'enfant doit obéir à l'adulte, c'est parce qu'il est donc à un âge où cette faculté rationnelle ne s'est pas encore développée, et c'est strictement dans cette limite, c'est-à-dire qu'une fois rationnel, il n'a plus à obéir, c'est-à-dire qu'il n'a à obéir que à un adulte plus rationnel que lui, et que cette autorité de l'adulte, cette autorité rationnelle, elle est ponctuelle. Elle dépend de chaque ordre qui doit être un ordre rationnel. Donc ce n'est pas une autorité globale au sens où l'adulte serait rationnel de façon globale, c'est une autorité rationnelle qui a à s'actualiser dans chacune des injonctions que l'adulte fait à l'enfant. Donc il n'est juste d'obéir pour un enfant à un adulte que si cet ordre est rationnel. C'est la première limite de l'autorité d'un adulte sur un enfant.
que l'ordre soit toujours rationnel. Et la deuxième limite, c'est que c'est la fin l'objectif de cet ordre. Et la fin de cet ordre doit toujours être l'éducation à la liberté, doit toujours être l'émancipation. Alors ça veut dire que le maître doit lui-même être émancipé, c'est-à-dire qu'il doit être capable d'ordonner ses commandements, ses ordres, à une finalité qui est l'émancipation future de son élève, de son enfant. Donc il faut un maître émancipé pour préserver cette capacité future d'autonomie dans des ordres qui sont toujours de justes moyens de créer une autonomie future. Donc il y a une sorte de double désintéressement de l'autorité qui paraît absolument indispensable pour forger des citoyens libres. C'est que le maître soit, quand il ordonne, toujours dépris de ses passions, qu'aucun ordre qui n'émane de lui ne soit sous l'emprise d'une colère, d'un agacement, qu'il soit toujours l'exercice de la raison, et que par ailleurs, ce commandement ne soit jamais à son avantage propre. Et c'est dans ces termes-là qu'Aristote distingue un gouvernement despotique, qui est un gouvernement d'esclaves, d'un gouvernement démocratique, ou d'un gouvernement d'hommes libres. Le gouvernement des hommes libres doit toujours se faire à l'avantage de la collectivité tout entière, doit toujours se faire dans un partage de la raison, du logos. C'est ce domaine où les citoyens étant tous égaux, les choses ne se décident que par le moyen du langage et de la raison, qui sont traduits par le même terme de logos. Par contre, le gouvernement despotique, qui est une forme apolitique, pré-politique, disons, c'est un gouvernement qui peut se faire à l'avantage de celui qui gouverne. Il peut sans problème demander qu'on le serve. Il peut sans problème déterminer des mesures qui sont à son avantage propre. Mais on est dans une forme non politique et où la contrainte peut se justifier parce qu'on n'est pas dans la politique. La contrainte ressortie du domaine des relations de pouvoir et de force, mais elle ne ressortit pas au domaine politique qui est le domaine de la liberté, le domaine du logos, de la rationalité. Voilà. Est-ce que je vous laisse un moment, peut-être pour digérer ça, poser l'une ou autre question, je ne sais pas, ou bien on fait comme d'hab, je vous propose les 3 modèles, vous n'avez pas de souhait? J'ai un tout petit peu peur de vous assommer avec des modèles peut-être un peu complexes, non? Ça va? À cette époque, il y avait des catholiques, ça veut dire quoi en fait? À cette époque, il y avait de l'école. les débuts de l'école. Alors là, non. Les débuts de l'école, c'est Jules Ferry. L'école est une institution relativement récente. Mais il y a vraiment... il ne faut pas lier l'école à la pédagogie. Dès qu'on a des enfants et qu'on a la mission de les éduquer, on a des théories pédagogiques. Et bien sûr que, aussi loin qu'on remonte dans l'histoire de la philosophie, il y a des théories pédagogiques. Voilà. On parlera peut-être de l'école la fois prochaine ou la fois d'après. Oui. Est-ce que quand vous pensez aux maîtres émancipés, est-ce que vous pensez aussi aux maîtresses émancipées, c'est-à-dire aux femmes? Ou bien il fait aucune distinction? De fait, les femmes n'avaient pas du tout accès, évidemment, à l'éducation et étaient même considérées comme des êtres incapables de logos, par principe. Je pense que utérus, ça veut dire justement folle, disons, soumise aux passions. Je pense qu'Aristote lui-même n'a pas spécifiquement défendu le statut de la femme, mais c'est complètement anachronique d'imaginer qu'il puisse le faire. Par contre, ce qu'il a fait, c'est parler dans des termes suffisamment universels et généraux que pour ne pas exclure de fait cette possibilité-là. Voilà. Et je dirais que c'est la même chose au sujet de l'esclavage.
Il y a un même problème quand on dit Aristote, parce qu'on voit le mot esclavage. Mais il faut se rendre compte que c'est naturel et normal, mais qu'il a une façon de définir l'esclavage qui fait de fait de tous les citoyens à peu près des esclaves, et qui n'interdit pas aux gens qui sont esclaves naturellement, c'est-à-dire par naissance, d'être en réalité des hommes beaucoup plus libres, éventuellement. Donc voilà, je pense qu'on est dans ce genre de registre. Oui ? Est-ce que le fait de penser au bien-être collectif n'est pas une forme aussi de dérive telle que l'individualisme, c'est-à-dire chercher peut-être un extrême J'ai l'impression de l'inverse, mais je ne sais pas si je vous comprends bien. C'est-à-dire que on en serait aujourd'hui aux dérives de l'individualisme qui nous interdirait peut-être de concevoir quelque chose comme le bien-être collectif, ou même qu'une éducation puisse très naturellement être une éducation au bien-être collectif. Je crois que ça c'est compliqué. Qu'on puisse avoir une forme d'éducation qui est morale, ça me paraît encore le cas, mais élever un enfant à la considération du bien-être global, ça, j'ai l'impression que c'est un mirage, quoi. Enfin, ça n'existe plus. Ce n'est pas intuitif, ce n'est pas actuel. Oui, monsieur. Pour vos exemples, le produit de l'éducation à part un exemple. Oui, voilà, ça. Non, c'est comme pour. Oui, c'est comme pour Rousseau. Il y a à chaque fois un exemple, un modèle, mais. Oui, c'est ça, oui. Oui, mais c'est effectivement ce fossé qu'on peut toujours signaler entre une théorie et ses résultats concrets. Et ça reste le cas. Enfin, je veux dire, on voit bien qu'on n'a que des pistes extrêmement larges ici, et que ne serait-ce que cette idée, vous essayez de vous l'appliquer à vous-même, l'idée que ce que vous demandez à un enfant ne soit jamais sous l'emprise d'une émotion, je veux dire, même met la table, ça risque d'être un tout petit peu un moment sous l'effet d'un petit agacement qui est dessus, il est encore sur sa DS ou sur sa tablette ou que sais-je. Donc, oui, voilà. Est-ce qu'on est à la hauteur de ce genre de théorie difficilement. Et donc les résultats, effectivement, ne sont pas non plus à la hauteur du modèle. Je vous propose Rousseau, ça ne vous empêche pas du tout à la fin de revenir sur Aristote, peut-être que ce sera même plus clair dans les oppositions des modèles différents. Alors d'abord, une définition de l'autonomie telle que Rousseau la conçoit, c'est une définition beaucoup plus terre-à-terre et beaucoup moins travaillée finalement que celle d'Aristote, parce que l'autonomie, c'est simplement le fait de ne pas avoir besoin de mettre au bout de mes bras les bras de quelqu'un d'autre pour satisfaire mes besoins. Ça veut dire deux choses, ça veut dire que on est autonome que si nos besoins ne sont pas sociaux. Si on a besoin d'amis, on dépend forcément des autres. Et ça signifie d'autre part que nos besoins ne doivent pas excéder nos forces. Il y a un adage qui compte beaucoup dans la théorie rousseauiste de l'émancipation, c'est que l'homme libre ne doit vouloir que ce qu'il peut. Et finalement, toutes ces règles, toute sa théorie de l'éducation qu'on trouve dans l'Émile, peuvent découler de cet adage-là, ne vouloir que ce qu'on peut. Alors, comment est-ce qu'on arrive à un pareil équilibre ? Comment est-il possible ? D'abord, il n'est possible qu'à un certain âge, au sens où il faut un moment de la vie où les forces sont suffisantes pour prendre en charge l'ensemble des besoins fondamentaux. Ce qui veut dire que les enfants ne sont jamais autonomes parce qu'ils n'ont jamais des forces suffisants pour satisfaire leurs besoins les plus essentiels. La deuxième chose que ça signifie, c'est que cet équilibre entre les besoins et les forces, entre la volonté et le pouvoir, c'est une affaire d'éducation, au sens où ça repose toujours sur les soins donnés à la volonté pour que les besoins n'excèdent pas les forces. Donc c'est pas simplement qu'à un certain âge, on a toujours les forces nécessaires à faire ce qu'on veut. Il faut aussi qu'on ne veuille pas les choses qui ne sont pas à
la portée de nos moyens. Donc il y a vraiment un soin de la volonté. Et c'est finalement surtout sur cette question du soin à donner à la volonté pour qu'elle n'excède pas le pouvoir que la théorie de l'éducation de Rousseau va porter. Alors il faut d'une part aider les enfants puisqu'ils n'ont pas assez de force pour satisfaire leurs besoins, mais il faut surtout veiller que leur propre force ne soit pas utilisée à autre chose qu'à la satisfaction de leurs besoins. Autrement dit, c'est essentiellement une théorie privative, négative. Il s'agit surtout de ne pas alimenter les enfants d'une série de machins dont ils n'ont que faire et qui vont dépenser leur énergie à d'autres choses que leur survie. Donc, il faut traiter les enfants comme des animaux qui doivent survivre, qui doivent apprendre à survivre, et vous verrez comment ça va se décliner. Mais donc, pas d'éducation morale, pas d'éducation intellectuelle, l'école, tout ça, on est complètement à côté de ce que souhaite Rousseau pour un enfant du moins jusqu'à l'âge de 12 ans. Qui est l'âge un peu clé où on se dit la faculté rationnelle commence à se développer à partir de 12 ans, mais jusque-là, inutile de tabler sur son existence, il faut simplement apprendre à un enfant à utiliser ses forces à sa survie. D'autre part, il faut veiller à ne pas lui donner plus de besoins que ceux qui sont naturels. Donc, éducation de la volonté, qui doit éviter les besoins sociaux, d'une part, qui le mettent dans la dépendance des autres, et qui doit éviter les besoins excessifs, d'autre part, qui le mettent aussi dans une nécessaire dépendance, puisque ses propres forces ne suffisent pas à les combler. On peut ajouter que les besoins ne deviennent excessifs que dans et par les rapports sociaux. C'est-à-dire que le problème de la société, c'est d'introduire des rapports de volonté à volonté et de sortir ainsi de la causalité naturelle. Or, ce que pense Rousseau, c'est que la confrontation d'une volonté, d'un souhait, d'un désir avec l'ordre naturel éduque la volonté. Vous avez beau vouloir que le soir ne tombe pas, vous avez beau vouloir qu'il fasse chaud, qu'il ne pleuve pas, que sais-je, voilà, le monde est là, avec sa permanence, et il est entièrement soustrait à votre volonté. Et cette permanence du monde et cette causalité naturelle éduque la volonté. Et à un moment où vous cessez de rêver que le prince charmant va venir, ou que sais-je, parce que voilà, le réel est là. Et confronté à la réalité, on éduque sa volonté et on finit par réduire ses souhaits. Alors le problème, c'est justement que dans une relation éducative, l'enfant n'est pas confronté à l'ordre du monde, il est confronté à une autre volonté. Et c'est ça le terrible piège, selon Rousseau, de l'éducation. C'est qu'au lieu d'être dans la configuration éducative d'un rapport où une volonté est éduquée par la constance du monde, et où donc elle apprend à réduire sa voilure, à ne pas désirer des choses invraisemblables, eh bien confrontée à une autre volonté, elle peut se dérégler entièrement. Ça veut dire qu'au lieu de vouloir quelque chose par nécessité, un enfant peut vouloir simplement pour imposer sa volonté à l'adulte. Ça veut dire aussi des choses très pratiques, très concrètes, c'est qu'un adulte, dans son rapport éducatif, ne doit jamais se placer comme une volonté en face d'une autre volonté. Il doit essayer de se supprimer comme volonté pour que l'enfant rencontre juste la nécessité naturelle. Surtout pas, mets tes moufles, tu vas avoir froid. Dans l'injonction, il y a un rapport de volonté à volonté qui peut inévitablement presque susciter la réticence qui est « non, j'aurai pas froid ». Non, pas grave, laissez l'enfant se confronter à la nature, il va avoir les doigts bleus, il aura froid. Il va apprendre tout seul que peut-être que c'est intéressant qu'il mette ses moufles, c'est pas grave. Pire encore que mets tes moufles, fais-moi plaisir, mets tes moufles. Vous y introduisez la dimension affective, mais vous restez là dans ce rapport d'une volonté à une autre volonté, dans le chantage qui peut en être, et vous risquez de biaiser entièrement, de dérégler entièrement la volonté de l'enfant. Alors, dans la société, c'est-à-dire aussi dans l'éducation, qui met en face un homme avec un autre homme, ou un petit homme en face d'un adulte,
La seule façon de préserver l'autonomie, c'est-à-dire de préserver quelque chose qui puisse ressembler à la confrontation d'une volonté à la nature, c'est que la loi sociale et que les règles d'éducation miment autant que possible la loi naturelle. Alors le premier élément qui compte, c'est la constance et la fixité. Et si vous avez des pédiatres que vous connaissez peut-être comme Aldona Houri, qui sont tout à fait dans cette tradition-là, qui disent peu importe que vos décisions, vos décrets là, soient bons ou pas, ce qui compte c'est qu'ils soient comme des murs d'airain auxquels la volonté d'un enfant vient se confronter. Vous ne changerez pas la vie, voilà, ça va avoir la fixité de la nature, quoi. C'est comme ça. Alors pour Rousseau, c'est un élément essentiel, cette fixité, cette constance, à s'appliquer et à avoir, mais il est encore plus essentiel d'essayer de se retirer du rapport éducatif, de se retirer comme volonté, c'est-à-dire d'effectivement confronter sans cesse et le plus possible l'enfant au monde, à la nature. Il faut qu'il ait froid, il faut qu'il se coupe, il faut qu'il tombe, il faut qu'il éprouve la douleur. Et c'est ça qui va l'éduquer. C'est pas les formules que vous allez lui faire pour lui expliquer comment le monde fonctionne, parce que tout va passer par l'expérience qui va faire des choses. Et dans l'essentiel, si une éducation n'est pas pervertissante, eh bien c'est précisément parce que le maître, l'éducateur, s'est absolument retiré autant qu'il a pu du rapport à l'enfant. Il l'a simplement mis dans les situations les plus propices pour lui à l'apprentissage. Alors, le maître doit être extrêmement vigilant à l'égard des désirs exprimés par l'enfant, parce que c'est toujours cette façon très négative de voir les choses, c'est-à-dire cette fameuse phrase, il faut voir si je m'en rappelle, elle est tellement... l'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt, on est en plein dans l'exploitation de cette grande phrase de Rousseau. Donc on est toujours dans cette idée, on est bien obligé de faire avec les aléas de la société. Et l'éducation est bien obligée de faire avec les aléas de la société. Mais donc il faut juste essayer autant que possible de se retirer, d'être aussi peu que possible dans la socialisation, dans la socialité. Donc c'est toujours comme ça, de précaution et de retrait, la démarche éducative essentielle. Donc il faut une vigilance à l'égard des désirs exprimés par l'enfant. Et Rousseau recommande de prêter une attention particulière aux désirs qui mettent les enfants dans une relation de dépendance à l'égard des autres, au sens où ils sont éminemment susceptibles d'être précisément des rapports de volonté à volonté et non l'expression de besoin. Et alors il donne deux dérives possibles de ces désirs-là qui mettent l'enfant toujours dans une relation de dépendance à l'adulte. C'est le caprice, qui pour lui est l'expression évidente du dérèglement de la volonté d'un enfant, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas dans ce cas-là à obtenir quelque chose qui est essentiel, un besoin à remplir, à combler un besoin naturel fondamental. On cherche effectivement à faire plier une autre volonté. Alors ce que Rousseau conseille, c'est une sorte de rapidité, de célérité dans le diagnostic qu'un éducateur peut faire sur l'utilité du besoin exprimé. Vous devez trancher très rapidement pour savoir si le besoin qui s'exprime est un besoin naturel, est un besoin nécessaire, et le combler. Ne surtout pas attendre que l'insatisfaction d'un besoin essentiel finisse par s'exprimer à travers des larmes et des cris, parce que si vous cédez aux larmes et aux cris, vous incitez un enfant à penser que ces larmes et ces cris ont une emprise sur vous. Et donc vous déplacez la question du besoin naturel vers la question d'un rapport de force à votre propre volonté. Vous l'incitez à penser que c'est la bienveillance, ce n'est pas la bienveillance qui a une emprise sur vous, mais c'est les larmes. Donc si vous avez manqué de célérité, c'est très embêtant, parce qu'il ne faut jamais céder à des larmes. La leçon qui passe à travers cette façon de rendre les armes en face des larmes est déplorable. Donc, alors, l'autre problème inverse de
ces besoins exprimés par un enfant qui le met dans la dépendance à l'égard des adultes, c'est celui de la soumission. La soumission de la volonté de l'enfant à celle de son maître. C'est l'enfant qui ne fait rien de ce qu'on lui a défendu expressément, mais qui pourrait tout aussi bien faire tout ce qu'on ne lui a pas défendu. Autrement dit, qui ne mesure pas et qui n'apprend pas à mesurer les conséquences de ses gestes. C'est-à-dire qu'il est tellement dans un rapport à la volonté de l'adulte que du moment que ça n'a pas été interdit, c'est autorisé. Il n'est pas dans un rapport au monde où il est en train d'apprendre les conséquences concrètes des actes qu'il pose. Donc, c'est ce rapport-là qu'il faut essayer d'encourager, ce rapport au monde où un enfant commence à essayer de voir, tiens, où me mène cet acte-là, indépendamment du fait que ce soit autorisé ou pas. Et Rousseau prend aussi l'exemple de cet enfant qui ne sait pas lui-même s'il a faim ou pas, parce qu'il est devenu tellement étranger à lui-même qu'il ne sait même plus quels sont les décrets de son propre estomac. Il est obligé d'attendre l'autorisation de manger ou de boire, et c'est ça qui lui fait lieu de décret intérieur. Ce serait même intéressant de se poser la question, est-ce qu'on sait, nous, quand est-ce qu'on a faim ou on a soif, ou bien est-ce qu'il y a une telle réglementation du boire et du manger, une ritualisation, tout ça, on mange à cette heure-là, et puis c'est comme ça, que finalement on est devenu assez étranger, peut-être nous aussi, à ces jugements très fondamentaux qui sont, tiens, j'ai soif, je veux manger, j'ai soif, je veux boire. Alors, un petit topo sur Aristote, Rousseau. Jusqu'ici, il me semble qu'ils sont relativement proches, c'est-à-dire qu'ils sont concernés par cette même question de savoir comment préserver l'autonomie dans la dépendance actuelle d'un enfant à l'adulte. Ils ont tous les deux l'idée d'une même délicatesse extrême à avoir dans les actes d'autorité qu'on peut avoir à l'égard des enfants. Ils ont tous les deux l'idée d'un double assujettissement qu'on peut avoir d'abord aux excès de son propre désir, et puis dans la relation de pouvoir inégalitaire qui peut être aussi une forme de dévoiement. Simplement, Rousseau refuse absolument la solution d'Aristote, c'est-à-dire que pour lui, ce n'est aucunement la soumission à la raison adulte qui permet d'éduquer la volonté. Donc c'est pas du tout cet ordonnancement juste des facultés où ce qui est d'abord qu'une volonté, qu'un désir doit obéir à une raison adulte, surtout pas. Rousseau y voit un problème fondamental, c'est que ça ne lui paraît pas dans les moyens de l'éducateur de vérifier cet ordonnancement futur. Vous n'avez pas ça ne fait pas partie des choses dont vous êtes certain que ce que vous leur infligez actuellement comme limite, que cette rationalité-là de vos commandements puisse effectivement aboutir au bout du compte à un juste ordonnancement des facultés de l'enfant. C'est absolument une sorte de pari sur l'avenir qui est invraisemblable. Donc, il critique tous ces éducateurs qui font un pari sur l'avenir qui n'est absolument pas dans les moyens de l'humanité, simplement. Je vous lis un extrait du livre 1 de l'Émile qui vous dit que cet arrangement est à votre disposition, que toutes ces belles instructions dont vous avez surchargé le faible esprit de cet enfant ne lui seront pas un jour plus pernicieuses qu'utiles, qui vous assure que vous épargnez quelque chose par les chagrins que vous lui prodiguez actuellement. Comment me prouverez-vous que ces mauvais penchants dont vous voulez le guérir ne lui viennent pas précisément de vos soins mal entendus, bien plus que de sa nature? Malheureuse prévoyance qui rend un être actuellement misérable sur l'espoir bien ou mal fondé de le rendre heureux, de le rendre autonome dans la suite. Donc, il faut supprimer le rapport de volonté à volonté, mais il faut aussi supprimer le rapport d'intelligence à intelligence, de raison à raison. L'enfant n'est pas encore un être rationnel, ça, Rousseau s'accorde sur Aristote là-dessus, mais il ne faut surtout pas que la raison de l'adulte vienne prendre une place autoritaire, parce qu'au lieu de l'aider à développer son propre jugement,
on y placera le jugement d'un adulte qui fera autorité en lui. Donc, aucune éducation intellectuelle, je vous le disais tout à l'heure, aucun accès au patrimoine culturel, etc., ça ne sert à rien. Il faut d'abord fonder le jugement de l'enfant. Alors, comment est-ce qu'on va procéder? Ce que dit Rousseau, c'est que un enfant qui n'est pas encore à un stade rationnel, ce sur quoi il appuie ses jugements, c'est sur ses sens. Autrement dit, l'essentiel de l'éducation, c'est une éducation physique au sens large du terme, c'est-à-dire une éducation à l'usage de ses 5 sens. Alors ça veut dire qu'il prévoit une série de situations qui vont permettre à Émile d'apprendre à évaluer des distances, d'apprendre à évaluer la vitesse d'un chariot qui arrive, histoire de ne pas se faire percuter quand il traverse. Vous voyez, il y a des enjeux très, très concrets à ça, d'apprendre à poser les objets, d'apprendre à avoir la même acuité avec son sens du toucher ou de l'ouïe que l'aurait un aveugle. Donc, c'est-à-dire qu'il prévoit une série d'exercices comme ça, de situations qui permettent qu'on aiguise, enfin que l'enfant aiguise ses sens et qu'il ait un rapport à son corps qui est aussi un rapport d'agilité, de capacité à courir. Et il explique tous les stratagèmes qu'il peut inventer pour faire de la course, de la rapidité, de l'agilité, des enjeux fondamentaux pour un jeune enfant qui ne demande peut-être finalement que ça, c'est-à-dire dont la vie est une vie d'expressivité physique. Et il faut s'en tenir à ça parce que c'est ça le monde de l'enfance. C'est la joie du corps, et donc il faut éduquer ce corps pour former un jugement sur les sens, parce que c'est ça dont l'enfant dispose, c'est ses sens. Alors, un petit mot peut-être un peu critique à l'égard de cette théorie. J'ai donné la parole, si vous voulez, à Rousseau pour critiquer Aristote, donc je me permets peut-être d'amener un élément critique concernant cette théorie, peut-être comme si Aristote pouvait se retourner sur le de Rousseau et dire oui, mais quand même. Bref, ce qui me paraît problématique et ce qui a été souligné par les commentateurs de l'Émile de Rousseau, c'est que c'est le rôle de ce maître. Le rôle de ce maître qui agit toujours hors champ, qui est comme une sorte de deus ex machina, là, qui tire les ficelles, qui doit toujours se retirer de la relation pédagogique, à la fois comme volonté, comme intelligence, mais en même temps, c'est toujours de l'intelligence et de la volonté du maître que dépend la qualité de la rencontre que l'enfant fait avec le monde. Donc il est là pour orchestrer tout ce qui se passe, et c'est lui qui va faire qu'un enfant est capable après d'évaluer et qu'il a mûri son jugement sur ses sens, parce qu'il a vraiment, il a orchestré voilà, toutes les expériences éducatives de l'enfant, mais c'est toujours hors champ. Or, précisément, une des choses que Aristote amenait, c'est le contrôle social, le contrôle politique sur cet acte d'autorité. C'est-à-dire, attention, l'autorité, c'est un truc qui est compliqué, il y a toujours un risque d'assujettissement, il y a toujours le risque de créer un esclave, il y a toujours le risque d'un dévoiement. Et il est nécessaire qu'une collectivité, qui est la collectivité des citoyens, puisse avoir un regard là-dessus. Il est nécessaire que chaque acte de commandement doivent rendre compte de lui-même, rendre compte de sa rationalité. Donc il y avait une surveillance possible, une sorte de contrôle social de l'autorité qui ne peut pas exister dans le système de Rousseau parce que le maître est toujours comme ça hors champ, quoi. Voilà, j'en ai fini pour Rousseau. Je vous laisse peut-être, comme tout à l'heure, la parole si vous avez des questions, des précisions, avant que j'en vienne à Rancière. Oui. Je crois que Rousseau a parlé de l'éducation des filles. Il doit y avoir un petit peu, mais j'oublie le nom. Je pas. Un peu parallèle à l'Émile, non? Je peux me tromper. Je ne connais pas. Je sais qu'il y a un livre parallèle à l'Émile qui s'appelle L'éducation morale, mais que je n'ai pas lu. Je ne sais pas si ça concerne spécifiquement l'éducation des filles. Je ne sais pas si quelqu'un le sait ici, peut-être. Non. Il faut regarder pour la fois prochaine, si vous voulez.
comme j'en reviens, c'est justement la possibilité de contrôler certaines choses, de revenir avec l'un ou l'autre élément d'information. On rattaque? Oui. Rancière. Alors Rancière, ce que je vais vous exposer, c'est un petit livre qui s'appelle Le Maître ignorant. Et ce livre part d'une expérience pédagogique qui a été réalisée par Joseph Jacotot, qui est un pédagogue français, 19e siècle, expérience pédagogique réalisée en 1818 en Belgique, en fait, lorsque Jacotot est invité à l'université de Leuven à venir faire un cours de pédagogie, et qui se retrouve devant un auditoire d'étudiants néerlandophones, alors que lui-même ne parle absolument pas la langue. Et un peu embêté, il propose aux étudiants de se procurer le Fénelon de Télémaque, le Télémaque de Fénelon, j'y arriverai, un grand texte de la pédagogie française, et de le travailler en juxta. Donc vous avez le texte français et puis la traduction en flamand juste en face. Et il leur propose d'essayer de s'y retrouver, c'est-à-dire d'essayer de comprendre la cohérence d'une langue simplement en confrontant phrase à phrase, et il leur demande d'être capable, au terme de quelques semaines comme ça laissées à eux-mêmes, de juste résumer ce qu'ils auront compris de cette œuvre-là en français. Alors il est absolument époustouflé du résultat, parce qu'après quelques semaines, les étudiants sont en réalité capables non seulement de résumer cette œuvre, mais aussi de donner leur avis sur l'œuvre. Alors il y a évidemment un petit élément de critique historique à faire, c'est qu'en 1818, il est assez probable sociologiquement que les étudiants néerlandophones parlent français à peu près comme vous et moi, et que donc il ait juste été abusé par une cachotterie d'étudiants et pas plus. Mais peu importe, parce que ça n'invalide pas pour autant la théorie pédagogique sur laquelle se fondent Jacotot et puis Rancière à la suite de cette expérience, parce qu'en fait ce qu'il se dit, c'est que ces élèves ont été capables finalement d'utiliser cette intelligence que tout enfant utilise pour apprendre sa langue maternelle, mais dans l'apprentissage d'une autre langue. Et ce qui lui frappe alors, c'est que tout se passe comme s'il y avait une rupture profonde dans le monde de l'intelligence qui était liée à l'entrée d'un enfant à l'école. C'est-à-dire jusque-là, il a appris des tas de choses très complexes. À marcher, c'est complexe la marche. Il a appris à prendre un verre d'eau, à boire, enfin je sais pas, on peut retrouver la complexité de ces choses qui nous paraissent assez banales. Il a appris sa langue maternelle sans avoir besoin d'un maître explicateur. Il a appris sa langue maternelle sans une grammaire. Donc ce qui intéresse Jacotot, c'est de se dire, mais c'est toujours possible, cette intelligence, sûrement qu'elle fonctionne encore. C'est-à-dire qu'il est effectivement possible d'apprendre une autre langue sans maître explicateur, et cette expérience pédagogique lui paraît être une illustration de ça. Et alors ce qui se dit surtout, c'est que cette rupture introduite par l'école dans le monde de l'intelligence, elle est terrible, elle est terrifiante, elle a des conséquences terribles pour l'intelligence. C'est-à-dire que selon lui, le principe d'explication, qui fait par exemple qu'on aurait besoin d'une grammaire pour acquérir une langue, est aussi un principe d'abrutissement. Alors comment est-ce qu'il explique ça? Il se dit, qu'est-ce que c'est que l'explication, sinon précisément le fait de couper le monde de l'intelligence en intelligence supérieure, ceux qui expliquent, et en intelligence inférieure, ceux qui ont besoin d'explications. Alors ce qu'il mesure, c'est les conséquences de ça. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont piégés par ce dispositif de l'explication. Et selon lui, l'explication, ce n'est pas un remède à l'incompréhension. On pourrait dire qu'au contraire, c'est l'incompréhension qui est comme une fiction structurante du modèle de l'explication. Et qu'en réalité, ce qui manifeste de l'incompréhension, c'est pas qu'ils sont bêtes, c'est qu'ils sont piégés par ce dispositif. C'est-à-dire que, comme on leur a dit, qu'on pouvait leur expliquer, qu'il y a toujours une explication supplémentaire possible, et ils peuvent retirer leur intelligence du jeu, ils peuvent attendre l'explication supplémentaire. Autrement dit, c'est pas parce qu'on demande une explication de plus qu'on est bête,
c'est parce qu'on pense qu'il y a une intelligence supérieure qui peut toujours nous expliquer plus avant. Si on était confronté seul à la nécessité de s'approprier cette chose et qu'on ne disposait pas d'un maître explicateur comme les élèves devant le télémaque de Fénelon, eh bien on se débrouillerait comme on se débrouille pour des tas de petites choses de la vie quotidienne, quand on ne dispose précisément pas d'explication. Alors, ce que fait Rancière de cette théorie pédagogique, mais voilà, d'une expérience un peu particulière, c'est qu'il souligne d'abord une première chose, c'est cette espèce de cercle d'impuissance qui naît du principe d'explication. C'est-à-dire, vous pouvez être piégé comme élève par l'idée qu'un maître peut vous expliquer. Alors, vous demandez une explication de plus, le maître vous la donne, mais c'est possible que dans ce système, vous ayez moins confiance en vous-même, vous demandiez toujours une explication de plus, qui signifie toujours un peu moins de confiance dans votre capacité à trouver sans explication. Le maître lui-même finit par vous juger moins capable que d'autres, ce qui renforce votre manque de confiance. Et finalement, de ce manque de confiance peut naître aussi le désinvestissement total. Il y avait d'abord le maître sait mieux, donc je vais lui demander, et puis ça peut être, ça va, de toute façon, c'est pas pour moi ce truc-là. Il y a ceux qui savent, et puis moi je sais rien. Donc voilà, c'est le problème de cette conception de l'intelligence qui est, il y a des maîtres explicateurs. Alors ce que propose Rancière, c'est de faire le pari de l'égalité. Alors ça veut dire quoi? Ce qui intéresse Rancière dans ce pari de l'égalité des intelligences, c'est pas tellement l'idée qu'on pourrait égaliser les intelligences, c'est-à-dire qu'on pourrait relever ceux qui sont piégés dans ce système, c'est que le fait même d'imaginer qu'on peut postuler l'égalité de départ est quelque chose qui produit des effets. Donc c'est les effets du postulat qui intéressent Rancière, c'est les effets de la conviction qu'un maître peut avoir dans l'égalité de toutes les intelligences. Alors on peut faire ce postulat, selon Rancière, parce qu'en réalité, on ne mesure l'intelligence qu'à ses effets. Donc on ne sait pas initialement si les intelligences sont égales ou inégales. On peut toujours trouver d'autres facteurs qu'une inégalité d'intelligence aux inégalités de production au bout du compte. C'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, la confiance, la volonté sont des facteurs déterminants dans les productions d'un enfant. On est autorisé à faire ce pari et selon Rancière, on a intérêt à le faire. C'est-à-dire que ce qu'on brise alors, c'est précisément la division de la vision explicatrice en une intelligence supérieure et une intelligence inférieure, par la conviction d'une égalité. L'égalité de toute intelligence qui veut. C'est-à-dire, dès que tu veux, à l'égal de toute autre intelligence qui veut aussi, eh bien tu peux. Tu peux comprendre. Et ça, c'est une conviction qu'on peut avoir comme prof, comme confronté peut-être à un enfant qui n'y croit pas. On peut avoir cette conviction, mais tu peux, si tu voulais. Alors comment est-ce qu'on fait après pour donner une volonté, ça? La première chose, c'est qu'il doit y avoir une relation de confiance entre le maître et l'élève. Cette confiance, c'est d'abord la confiance du maître en tant que maître émancipé qui se dit lui-même « je sais que j'ai pu, moi ». C'est-à-dire qu'il y a des domaines où je me sentais un peu con, mais j'y ai réussi. Et peut-être que vous avez chacun des expériences de ce type-là, un truc où vous aviez retiré votre intelligence du jeu. Pour les femmes, par exemple, ça peut être l'enregistrement du film du samedi soir. On dit « ça, je ne saurais pas », ou pour les mecs, la machine à lessiver, « ouh là, la poudre, les couleurs, je ne sais pas ». Enfin, vous voyez comme on a tous nos lieux là, où on manque d'autonomie, là, on a enlevé son intelligence du jeu, mais peut-être qu'il y a des occasions dans la vie qui font qu'on retrouve la confiance et qu'on dit allez, je vais quand même y consacrer les 2000 neurones qu'il faut pour essayer de comprendre comment on enregistre le film du samedi soir ou comment on met le programme de lessive sur 30 pour les couleurs. Alors,
Donc la conviction personnelle qu'on peut avoir, parce que ça nous est arrivé de prendre de l'autonomie, de se rendre compte, ah oui, mince, le blocage, c'était pas un blocage d'intelligence, c'était un blocage de volonté. J'avais pas décidé de le faire, j'avais retiré, voilà, je sais pas. Alors la deuxième chose, c'est la relation de confiance. La relation de confiance entre un maître et un élève, la confiance d'abord qui naît de cette conviction, je sais que tu peux, mais je le sais vraiment, je ne joue pas à ça, j'en suis certain. Et puis, la relation d'égalité, quand on a cette conviction de l'égalité, ça s'éprouve aussi, ça s'éprouve dans un dialogue où le maître peut mettre son savoir en jeu, mais avec sa limite. C'est pas un savoir supérieur qui s'impose comme une vérité, c'est un savoir limité qui se met en jeu, et qui est prêt à se renégocier, à exhiber ses failles, à aller plus loin. Et c'est dans cette construction collective-là qu'il peut y avoir un retour de l'envie et de la confiance de l'élève lui-même. Ça veut dire que contrairement à Rousseau, pour Rancière, il y a une sociabilité nécessaire de l'apprentissage. On n'apprend pas seul face au monde, on apprend dans une relation de confiance avec des maîtres qui ont confiance dans les capacités qu'on peut avoir et qui arrivent à nous transmettre cette confiance, et dans une relation aussi de partage des savoirs, de partage authentique. Je dis l'entièreté de ce que je pense et comme je le pense, et je veux bien qu'on aille voir dans les oppositions entre ce que tu crois et ce que je crois. Alors dans ce dispositif émancipateur, le livre a une importance capitale parce qu'il permet justement de ne pas retrouver l'espèce de supériorité entre celui qui sait et qui, du haut de sa chair, délivre et divulgue son savoir, et ceux qui ne savent pas, et qui sont en face et qui prennent les notes. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est parce qu'il y a des livres qu'on n'a pas besoin de mettre explicateur. Tout est contenu dans les livres. Mais il faut sortir évidemment d'une fiction, de cette fiction du explicatif du livre, où on dirait il faut toujours que je t'explique ce qu'il y a dans le texte, parce qu'alors on retrouve cette rupture entre l'intelligence supérieure explicatrice et l'intelligence inférieure qui a besoin qu'on lui explique. Non, tu es seul confronté à ce texte, ou bien nous sommes tous les deux confrontés à ce texte, et on va essayer, voilà, à titre égal, de comprendre ce que ça peut vouloir dire. Mais il y a quelque chose d'un peu paradoxal quand on explique un texte, ce qu'on fait beaucoup à l'école, c'est qu'on suppose donc que les raisonnements du maître sont d'une autre nature que les raisonnements du livre, puisqu'ils faciliteraient la tâche. On aurait besoin des raisonnements du maître, on ne pourrait pas y aller directement dans le livre. Voilà, c'est un peu paradoxal, disons. Alors, ce dispositif, le livre, permet de supprimer, disons, le rapport d'autorité d'une intelligence ou d'un savoir supérieur, avec tous les effets néfastes que ça peut créer dans le rapport à l'élève qui serait toujours du côté de l'ignorance, donc toujours du côté aussi où on a se ranger à une autorité supérieure et on peut toujours demander une explication, tout ça, voilà. D'où le titre du livre, Le maître ignorant. Donc finalement, ce que propose Rancière, c'est que nous ayons des maîtres ignorants. Voilà, ça fait un vache de saut par rapport au modèle contemporain où les maîtres sont précisément formés, particulièrement dans les disciplines qu'ils enseignent. Et Rancière veut plutôt souligner à quel point c'est contre-productif, à quel point précisément c'est ce dispositif-là qui peut créer du désengagement scolaire. Il faudrait au contraire des maîtres ignorants, c'est-à-dire des maîtres qui n'ont pas cette position d'avance, qui n'ont pas ce savoir d'avance, qui va toujours écraser complètement, mais qui sont dans cette joie eux aussi de se mettre à la recherche de quelque chose. Donc, que les maîtres soient à l'égal des élèves, capables de se mettre en quête, comme dans une recherche, et c'est vrai dans toutes les disciplines. Les vérités scientifiques sont le fruit d'une recherche. Une recherche, ça veut dire un certain nombre d'années parfois consacrées, mais simplement parce qu'on n'a pas cru à un truc, voilà, c'est ça, je sais pas, c'est ça qu'on m'a dit, non, allons-y, et c'est gai, il y a une enquête à mener, voilà, dans cet esprit-là, parce qu'on est face à un maître ignorant comme nous. Alors il va jusqu'à prendre l'exemple d'une grand-mère qui serait analphabète et qui pourrait très bien encadrer les leçons de français de son petit-fils. Elle n'aurait pas besoin d'être
savant dans le domaine de l'écriture pour être un très bon maître, simplement parce que sa vérification n'irait pas sur le contenu, c'est vrai, c'est faux, et ce type de sanction, elle irait sur le processus. Et c'est ça, pour Rancière, le rôle d'un maître, c'est vérifier le processus. Est-ce que tu as bien mis ton intelligence en œuvre là? Parce que toi, tu me dis, ce son-là, ça veut dire ça, mais là, ça ressemble un peu... et tu m'as dit que c'était quoi, ce son-là? Enfin, vous voyez, ce genre de choses où on peut partager un plaisir, pas parce que l'autre sait la réponse et qu'il vérifie, mais parce qu'il est là dans la procédure, dans l'essai de compréhension. Et c'est là tout l'intérêt d'avoir un maître ignorant, c'est qu'on peut prendre ce plaisir incroyable qui est de cheminer pour lui expliquer quelque chose peut-être, et du coup renverser un peu cette relation qui sinon est très paralysante. Donc il ne faut pas l'intelligence supérieure d'un maître, surtout pas son savoir de réserve, les maîtres ignorants, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de maître. Donc on n'est pas du côté de Rousseau non plus, au sens où, comme lui, Rancière distingue des rapports de volonté à volonté et des rapports d'intelligence à intelligence, et s'il conçoit comme Rousseau qu'il faut supprimer le rapport d'intelligence à intelligence parce qu'il est paralysant, par contre, il pense que le rôle du maître est essentiel du côté du rapport de volonté à volonté. Il reproche à l'exercice habituel de l'autorité d'être une confusion entre ces registres différents. C'est-à-dire qu'on ne sait pas bien quand on est dans un rapport de volonté et d'imposition, on ne sait pas bien quand on est dans un rapport d'intelligence à intelligence. Il est tout à l'opposé, si vous voulez, d'Aristote, c'est-à-dire pas rapport d'intelligence à intelligence, je ne vais pas t'expliquer, je ne vais pas rationaliser, ça ne sert à rien, mais rapport de volonté, c'est je vais vérifier la procédure. Et pourquoi est-ce qu'il pense qu'il faut un rapport de volonté à volonté? Parce que pour lui, l'intelligence, c'est d'abord une question de volonté. C'est-à-dire c'est d'abord une question d'attention, de concentration, d'effort persistant, avant d'être une sorte de brio qui reposerait sur je ne sais pas très bien quoi. C'est d'abord de la concentration et donc d'abord de la volonté. Autrement dit, le rôle du maître, il est assez complexe, c'est de donner la volonté. À vos souhaits. Alors, donner la volonté, donner confiance, ce serait ça les deux rôles. La conviction émancipatrice, qui est la conviction de l'égalité, ça donne confiance. Donner la volonté, c'est-à-dire tu vas effectivement y mettre la volonté qui est nécessaire à la production, à la qualité de la production. On ne peut pas produire des choses intelligentes si on n'y a pas mis la dose d'effort, de temps, de volonté, voilà tout ça. Donc double rôle, donner confiance, susciter l'effort de la volonté, mais ces deux rôles s'articulent. C'est-à-dire, comment ça se passe, donner la volonté? Comment est-ce qu'on donne la volonté à quelqu'un? On ne peut pas le contraindre à vouloir. Ça, c'est un truc qu'on éprouve souvent comme éducateur. On ne peut pas faire que l'autre veuille. Par contre, on peut lui donner l'envie. Simplement, c'est ce trajet, c'est « je suis sûr que tu peux, si tu le veux ». Cette conviction-là, qui est la conviction de l'égalité, elle peut transmettre quelque chose comme un plaisir, comme une envie. Et finalement, l'espèce je sais pas, de côté intraitable et intransigeant du maître ignorant, c'est le fait de dire tu peux certainement employer toute ton intelligence à te prouver que tu es inégal et que tu es plus con, etc., que le maître, tu peux faire ça. Mais tu peux très bien aussi employer ton intelligence dans le sens de son affirmation propre plutôt que de sa négation. Donc, le rôle principal du maître ignorant, c'est de démasquer dans la phrase « je ne saurais pas », qui naît de ce monde explicatif, là, l'espèce de logique inégalitaire qui est intégrée par l'ignorant, celui qui a cédé, qui a cédé à cette rupture du monde de l'intelligence entre les supérieurs et les inférieurs. Alors je vous propose quelques mots de conclusion, puis je vous cède la parole.
je vous ai tracé donc 3 modèles qui avaient quelques différences assez notoires. Il y avait des conceptions politiques de l'autonomie, nécessairement collective, pour Aristote et pour Rancière, tantôt au contraire absolument apolitique, naturelle, pour Rousseau. Il y avait aussi à chaque fois des rapports d'intelligence à intelligence, de volonté à volonté, qui étaient envisagés par chacun des philosophes et qui proposaient chacun des prescriptions ou des proscriptions quant à la gestion de ces rapports différents pour créer de l'autonomie. Il y avait tantôt chez Aristote une raison supérieure qui devait s'imposer à l'irrationalité enfantine pour ordonner correctement les désirs et les plaisirs. Tantôt, au contraire, cette raison devait s'absenter de la relation pédagogique pour laisser le champ libre à la conquête du savoir. Ça, c'est plutôt Rousseau et Rancière. Et puis, il y a la question de la volonté du maître, qui, selon Aristote et Rousseau, devait rester en dehors du champ de l'éducation. Il fallait que ce soit rationnel chez Aristote. Il fallait qu'il n'y ait pas de rapport de volonté à volonté chez Rousseau, mais juste un rapport à la nature, autant que possible. Par contre, chez Rancière, c'est absolument indispensable ce rapport de volonté à volonté, simplement pour réactiver une intelligence qui se retirait du jeu parce qu'elle pensait qu'elle n'était pas capable. Alors si je souligne un peu comme ça ces différences, c'est pour prendre un dernier parti, c'est qu'il n'y a pas de système qui me paraît supérieur en matière d'émancipation. Je pense difficile d'opter pour un de ces systèmes, alors même que j'ai souligné les contradictions qui pouvaient exister dans les représentations de l'émancipation. C'est parce que il me semble surtout que, comme je le disais au début, éduquer, c'est une mission d'une telle complexité que finalement, on pourrait se dire que l'échec est à peu près la règle et qu'on ne réussit que par hasard, par intermittence, et qu'on a tout intérêt finalement à multiplier l'arsenal, quoi. Et dans l'arsenal qui sont offerts par ces 3 penseurs, il y a une série de choses qui me paraissent peut-être intéressantes. J'en souligne quelques-unes, mais tant mieux si vous en avez retenu d'autres. Moi, je suis frappée, en tout cas, par l'idée d'une éducation politique, qui est ces exigences de dire mais est-ce que j'arrive à faire que l'enfant considère le bien-être collectif et qu'il ne soit pas toujours rattaché à sa satisfaction individuelle? Et comment j'arrive à faire ça? Comment j'arrive à lui donner plaisir à certaines choses qui ne concernent pas son plaisir égoïste? Ça, c'est un fameux défi, ça demande un certain nombre de réflexions. Comment est-ce que j'arrive à faire aussi que l'expérience que l'enfant fait du monde soit la plus riche possible? Je trouve ça passionnant, les expériences que Rousseau propose, qui sont des expériences d'ajustement, d'affinement des perceptions sensorielles. Est-ce qu'on arrive à aiguiser toutes ces sensations? Lui prend l'exemple du jeune sauvage, que nous fassions de nos jeunes comme des sauvages qui sont vraiment aiguisés parce que la survie en dépend. Mais bon, voilà, dans un monde où on n'est pas des sauvages, donc ça reste une fiction, mais une fiction qui produit un modèle d'éducation physique qui est nettement survalorisé par rapport à ce que c'est aujourd'hui, quoi. Les 2 petites heures d'éducation physique à l'école, c'est quand même assez loin de ce qu'on peut imaginer comme complexité possible du rapport qu'on a à son propre corps. Alors, les choses intéressantes, c'est cette idée des dégâts possibles, de l'explication qu'on ne mesure pas toujours, expliquer qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça porte comme message, et donc peut-être l'idée de temps en temps de se mettre dans le rôle d'un maître ignorant, ce plaisir à parfois apprendre quelque chose en étant sur un pied d'égalité avec un plus jeune que soi. On va faire du piano ensemble. Et alors moi je suis nulle en piano, si ça se trouve le gamin il a une oreille que moi je n'ai pas du tout. Enfin toutes ces choses dont vous pouvez voir qu'elles sont effectivement comme la possibilité de retrouver une confiance que le statut toujours supérieur d'un adulte peut quand même écorner un peu. Retrouver une confiance, retrouver un plaisir à certaines choses qui naît d'une relation égalitaire.
voilà, il y a sûrement encore quelque chose, quelques autres éléments, mais je ne vais pas faire plus long parce que je pense qu'il est largement l'heure et que je ne voudrais pas vous endormir avant le repas. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Excusez-moi, je crois que j'avais mis sur silencieux et j'ai chopé la blague. Ça s'indique silencieux, ça sonne. Ça peut m'arriver aussi. Pardon? Ça m'arrive aussi assez régulièrement. Je ne comprends pas, je ne sais pas. Vous n'êtes donc pas émancipé en matière de gestion GSA. Voilà, j'en suis incapable. Vous avez intégré la logique inégalitaire, un bras sexué qui dit la femme est incapable de... Oui. Très concret, cher Mosaïque, et très simple. Tant mieux. Simplement pour vous dire, parce que c'était très pointu. Donc, simplement, à l'entrée de la télé provinciale de Mont-Blanc-Oué, il y a un portique sur une colonne verticale, il est écrit éducation, l'autre colonne instruction, et la barre horizontale émancipation. C'est simplement ce que je veux dire. C'est très concret, l'image. Ouais, en même temps, ça... Parce que Ça je veut voulais... dire rien dit. Oui, mais ce que je voulais faire sentir, c'est aussi à quel point émancipation peut être un mot d'ordre qu'on se donne. Mais quand le mot d'ordre est la réalité, ben, déjà, quand on met quelque chose d'un peu précis, on peut peut-être avancer un peu, mais je ne sais pas si initialement on a une idée précise de ce que ça peut être émancipé. Et puis, la façon d'émanciper, voilà, c'est compliqué, quoi. On le fait un peu intuitivement, là, souvent. C'est comme ça, mais... Oui? À l'occasion du décès d'Albert Jacquard, Oui. j'ai relu tout simplement quelques pages du début de son livre L'équation du nénuphar. Moi, je conseille à tout le monde de lire ce petit fascicule de quelqu'un qui n'est pas éducateur au départ, qui n'est pas éducateur professionnel, qui est d'ailleurs venu très tard à être ce qu'il était, c'est-à-dire un savant dans le domaine de la génétique, et qui, sur la fin de sa vie, a participé à plein de combats, on sait, mais notamment le combat pour une éducation, pour un accès à l'éducation, et là-dedans, il rejoint énormément ce qu'on va dire à la fin. C'est-à-dire la confiance, l'exploitation de l'erreur, non pas comme un handicap, mais comme un apport, quelque chose qui va construire. Et je trouve que il décrit ça tout simplement, parce qu'il a fait le tour de nombreux collèges, des lycées, et même des écoles primaires dans lesquelles il a toujours été très bien accueilli, et surtout par les élèves, par les enfants. Parce qu'il n'avait pas un langage justement trop savant. D'accord. Moi, je rajoute aux suggestions de lecture que je peux vous faire, en outre à Albert Jacquard, Le Maître ignorant. Au moins la première partie qui est frappante, vivifiante, après ça devient un peu plus complexe, il faut s'accrocher. L'Émile, c'est une énorme brique, mais c'est très facile d'accès. Et c'est plein de petites expériences, c'est plein de descriptions, de situations. Comment apprendre à faire courir un gamin qui, étant un peu nobliau sur les bords, n'a pas décidé que ça convenait à son statut, ben, c'est assez drôle, quoi. Tous les stratagèmes qu'ils trouvent, aussi pour essayer de désamorcer les caprices qu'on s'en être. Voilà, comme parents, de temps en temps, c'est un peu amusant de se remettre un peu à distance de l'agacement qu'on peut avoir. Monsieur. C'est un truc que l'école est vraiment considérée comme une faute. Moi, j'ai pas trop dit ça. Enfin, ce que j'ai dit, c'est que l'école était globalement structurée, même si elle essaye d'échapper à ça depuis quelques années, sur la question de l'explication. Et donc, sur une séparation entre des maîtres qui en savent plus et des élèves qui en savent moins et qui ont besoin qu'on leur explique. Parce que c'est les deux choses. C'est non seulement il y a une différence, mais en plus, c'est qu'on a besoin d'expliquer. C'est surtout ça. C'est ça qui... Enfin voilà, c'est ça que souligne Rancière. Après, c'est vrai que sur la question du statut de la vérité, il y a peut-être une différence sensible. C'est que
dans la relation pédagogique égalitaire peut s'éprouver réellement et seulement dans ces conditions-là la recherche. C'est-à-dire que ce n'est pas des situations fictives où l'enseignant crée un problème dont il a lui-même la solution et où les élèves vont tâtonner. C'est que vraiment l'enseignant n'a pas davantage la solution, donc il n'est pas maître savant dans ce sens-là. Et ça, c'est pour moi la vraie réhabilitation de l'erreur, c'est quand le maître peut aussi se tromper, et peut se tromper autant et de la même façon que les élèves, ce qui n'est quand même pas tout à fait le cas de l'école, même si effectivement on n'est plus non plus dans le même modèle que peut-être celui d'il y a 50 ans, quoi, que la pédagogie des compétences a quand même fait dériver un peu le débat. Je vais d'abord donner la parole à madame. Ce qui m'est arrivé souvent, parce que je suis prof de physique, c'est qu'on me demande de donner des cours de chimie ou de maths, dans lesquels je ne suis pas super compétente. Voilà, super. Et c'est vrai que ça me met mal à l'aise, parce que je sais que l'autre va forcément voir mes failles, mais ce qui est intéressant, c'est plutôt de voir quel mécanisme moi j'utilise pour apprendre quelque chose pour lequel je n'ai pas forcément accès directement. Et ça, le mécanisme, c'est encore une chose différente. J'explique. C'est voilà comment moi je fais pour essayer de comprendre. Maintenant, le problème, c'est que c'est mon mécanisme, ce n'est pas forcément le sien. Donc, c'est pas évident non plus d'aller. Il faudrait que l'autre ait envie de comprendre par lui-même aussi. Et c'est ça l'enjeu. C'est ça. Effectivement, c'est ça l'enjeu. D'où une combinaison possible entre Rousseau, qui lui parle beaucoup de l'envie, au sens où, quand on est confronté aux difficultés concrètes de l'existence, on a envie, parce qu'il faut. On mesure à quel point les choses sont utiles, et donc c'est un plaisir ensuite de découvrir les outils d'une amélioration de son quotidien, tout ça. Mais il faut mettre de côté sur les doigts. Oui, c'est ça. On aura plus d'usage. Oh mon Dieu, c'est beaucoup de choses. Oui. En même temps, j'ai l'impression que c'est aussi très sécurisant parce que de fait, on est tous limités, c'est-à-dire que l'erreur est une chose inévitable, quelle que soit la formation qu'on a. Et ce statut de maître savant est assez stressant finalement, parce qu'on peut incarner une position d'autorité, surtout que la science est tout le temps en marche et qu'il y a de plus en plus de manières de la vulgariser. Donc un gamin il peut toujours vous demander, tiens, le boson de X, qu'est-ce que c'est, madame? Puis bon, là, il va falloir s'y coller, quoi. Mais si du moins on est dans cette conception explicatrice. Sinon, tant mieux, on va aller chercher ensemble et on va comparer ce qu'on a trouvé, est-ce qu'on comprend mieux ou pas. Et tant mieux de ces situations. Il y a eu des essais de pédagogie qui ont essayé d'appliquer Rancière en fonctionnant sur ce type de truc, de dispositif, c'est-à-dire un prof qui n'est pas compétent dans la matière enseigne, c'est-à-dire il n'enseigne pas, il accompagne. Il accompagne la recherche, il teste le processus. Oui, madame. Oui, non, ça. Oui, oui c'est ça, mais ça ne va pas. Hein. J'ai parlé d'une relation de confiance, ça veut dire qu'on ne fait pas semblant de ne pas savoir quand on sait. Donc, effectivement, il faudrait une ignorance réelle et donc un dispositif qui fait que ce n'est pas le savoir qui donne accès à la maîtrise, mais presque le non-savoir. En tout cas, qu'on combine autrement, qu'un prof de chimie puisse aller donner un cours de maths et inversement, voilà. Ouais. Oui. C'est une fiction, c'est un pays du noir, qu'un maître ignorant puisse transmettre quelque chose. Vous donniez tantôt l'exemple, moi je connais rien sur le piano, mais oui, peut-être que l'enfant, il est doué dans l'oreille. Donc je considère que l'enfant est plus doué. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et si ni l'un ni l'autre n'est doué, on va pas avancer. Donc il y a une sorte d'hypocrisie à dire je suis ignorant, non, je ne suis jamais ignorant. Je dois faire un peu comme si, c'est un peu des trucs. Non, alors non, c'est pas des trucs. Et même je vous parlerai, pas la fois prochaine, mais si vous avez la patience, j'attends de revenir,
d'un modèle historique qui pourrait correspondre exactement à la mise en œuvre qui est l'enseignement mutuel. Qui puisse en même temps amener l'enfant à une autonomie dans le il faut que le maître ait quand même une idée des choses. Sinon, chacun apprend, mais chacun ne peut rien apprendre du tout. Non, je pense que c'est difficile à penser parce que ça contredit absolument l'organisation concrète, structurelle de l'apprentissage depuis toujours, en fait. Pas toujours. Je parlerai justement d'un modèle qui a existé historiquement, qui a eu un immense succès et qui montre comment on n'a pas besoin de maîtres savants, vraiment. Donc ça a existé, mais c'est effectivement difficile parce que voilà, on est tous le fruit de ce système-là, d'imaginer qu'il puisse fonctionner autrement, parce que si on change des demi-choses, enfin voilà, par exemple, si on exige toujours une formation de maître qui est une formation disciplinaire, ben, voilà, on n'est pas dans ce domaine-là. Maintenant, il y a des conditions, il faut que le maître, selon Rancière, soit émancipé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ait la confiance en sa propre intelligence. C'est-à-dire qu'il sait que dès lors qu'il peut se mettre... Il y a une exploitation très intéressante des conférences d'ignorants. Donc, prennent place comme ça, des gens qui n'ont pas de... Non, mais ils ne sont pas initialement des spécialistes, mais ils ont confiance dans leur capacité, même dans leur capacité collective à apprivoiser une pensée, fut-elle même complexe. Et donc, ils disent, ben voilà, la semaine prochaine, conférence ignorante sur le boson de Higgs, je suis pas physicien, peu importe, on va s'y coller à 3 ou 4 non-physiciens, essayer de vous mâcher le travail, et enfin voilà, c'est ce genre de choses, quoi. Comment est-ce qu'on fait avec les outils qui sont mis à notre disposition et qui sont de plus en plus fastueux, quoi. Internet, c'est une possibilité d'aller chercher énormément d'informations et d'apprendre à la trier, d'apprendre à la comparer et à avancer pas à pas. Voilà, c'est ce type de mise en place. Donc je pense que c'est possible, mais que c'est effectivement assez utopique dans le système actuel. Voilà, il n'y a que des petites bulles qui existent d'expérimentation de ce type-là, qui sont d'ailleurs pas toujours très fructueuses. Il y a une école qui a essayé de mettre en place ce système-là alors attendez, c'est dans les Ardennes belges, pédagogie nomade, ça ne vous dit rien ce truc-là? Si, un petit peu. Voilà, qui a fermé ses portes, donc on a été les gamins finissaient par se calmer, donc enfin non, j'exagère, mais je veux dire, il y a effectivement les dérives possibles qui sont, quand on explore un nouveau système, oui, c'est pas toujours ce qu'on croit, il y a toujours cette marge entre la beauté du modèle théorique et voilà, ce que la situation concrète donne. Mais c'était effectivement une école qui était destinée aux élèves qui étaient les déchets de l'école classique, quoi, ceux qui avaient été dégoûtés, ceux qui étaient perdus, quoi. Donc ça, c'est pas non plus la frange supérieure de la population et allons-y, on va essayer ce que ça donne. C'était ceux qui sont déjà bien abîmés, qu'on met ensemble sur un projet expérimental avec des profs qui tâtonnent. Bon, c'est pas gagné, disons. Oui. Quelque chose qui nous éloigne peut-être, mais je pense que le fait qu'on parle de position de terme, je crois que c'est Nicolas de Plus qui avait parlé de la doctrine ignorante. Vous pouvez peut-être me rappeler un peu, je pense qu'on est loin de l'éducation, mais en fait, quelle était son idée? Parce que les termes sont carrément en fait de ce qu'on parle ici. Oui, c'est ça. Et des savoirs linéaires et un peu toutes ces oppositions de termes. Mais je me dis, je mets les pieds dans quelque chose que je ne maîtrise pas du tout. Oui, et je ne maîtrise pas nécessairement nettement mieux, donc je sais que ce concept est utilisé, par exemple, pour rendre compte de ce que peut être un dialogue façon un peu socratique, c'est-à-dire
nous allons cheminer par essais, erreurs, questions, réponses pour découvrir des sphères de sens qui ne sont pas immédiatement accessibles. Mais par contre, je peux de nouveau proposer d'aller voir un peu plus précisément. Donc il y a la docte-ignorance Nicolas de Cluse et une éducation pour les femmes chez Rousseau. Voilà mes deux petites tâches, si vous voulez. Ça, je vous dirai des choses un peu plus précises, mais si vous êtes vous-même émancipé, n'hésitez pas à me proposer la fois prochaine, si vous êtes là, une explication. Je vais terminer avant que tout le monde ne s'en aille, et je reste seule avec mon joli micro de rock'n'roller. Donc la prochaine séance, c'est le 18 du 11, et c'est sur les dispositifs pour créer la docilité. Et j'étudierai plus spécifiquement les règles monastiques et la façon dont elles se sont donné l'objectif inverse, qui était de rendre docile. Donc, on travaillera plus sur la volonté d'émancipation, mais sur la volonté de rendre docile et sur les héritages possibles de l'école, de ces dispositifs monastiques, puisque c'est l'ancêtre historique de l'école, le monastère. Voilà. Bonne soirée, merci de votre attention.